BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau numéro de quoi je me mêle. De quoi je me mêle qui reprend ses quartiers parisiens, on va dire, après notre folle aventure du CES de Las Vegas. Nous voilà donc de retour à Paris. Vous le savez, de quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, dès le vendredi, en exclu, en vidéo sur la chaîne YouTube de Tech & Co, mais aussi en audio, avec en plus le petit module bonus, et puis dès le week-end, à la radio, à la télé sur BFM Business. Avec, au sommaire tout à l'heure, Lionel Costa, qui est responsable, vous le savez, du Labo FNAC, qui sera avec nous tout à l'heure pour parler des nouveautés dans le monde du PC. Alors, on en a vu quelques-unes au CES de Las Vegas, et vous verrez que maintenant les PC sont boostés à l'IA. Est-ce que ça sert à quelque chose? Quelles sont les fonctionnalités qui valent le détour? Et puis surtout, quels sont les modèles qu'il faut choisir? On rentrera dans les détails avec Lionel tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, pour réagir sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois d'être là et bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. Le club de la presse IT avec Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Il a des petits yeux Anthony ou pas? On a tous des petits yeux. Ouais. Là vraiment, c'est vrai que c'est violent quand même. La descente est difficile. Ouais, la descente est difficile. Ouais. C'est parfois on a oublié d'ouvrir le parachute. J'ai l'impression. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on s'écrase. Ouais. C'est-à-dire que tu perds 20 degrés et puis et puis voilà, c'est juste l'ambiance change totalement. Et oui, on était vraiment, t'es dans l'adrénaline totale pendant une semaine. Avec dans le CES, bien sûr. Avec le CES, évidemment. Des étoiles plein les yeux. Et puis là, c'est retour à la réalité, même si ça fait toujours plaisir de continuer à partager tout ce qu'on a découvert, évidemment. Bien sûr. Évidemment, et on vous rappelle que toute cette aventure du CES de Las Vegas 2025 est à revivre sur les plateformes de BFM Business, que ce soit en audio, en vidéo, sur les réseaux sociaux, sur l'appli RMC BFM Play. On vous a produit des dizaines d'heures d'émissions, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs du CES, parce que c'est vrai que c'est retombé, c'est un petit peu plus frais maintenant, donc on a peut-être un bilan un peu différent, mais dans l'actu il y a plein de choses quand même à vous raconter. On va parler réseaux sociaux, dans un instant on va parler d'Alexa qui a du mal à faire sa mue visiblement chez Amazon. Compliqué. Mais pour débuter, Anthony, c'est un nouveau drone que nous allons vous faire découvrir et qui est arrivé sur le plateau de Tech & Co. C'est ça, dévoilé par DJI. Il aurait pu être présenté au CES de Las Vegas d'ailleurs. C'est vrai. Franchement, c'est vraiment typiquement le genre de petit engin qui aurait connu un succès fou. Le DJI Flip, donc le dernier de la famille DJI. Et c'est vrai qu'il est assez particulier parce que c'est un drone. Alors, j'allais dire un drone pliable. C'est pas nouveau le fait qu'on puisse replier les hélices d'un drone. Simplement, là, il a un système qui est particulièrement ingénieux. Alors, faut le. On dirait un ventilateur un peu. Oui, si vous êtes avec nous en vidéo comme ça. Exactement. On se dit tiens, il est beau ce ventilo. Il est très très beau. C'est un très beau ventilo, mais en fait, il vole. Mais c'est là où vous allez être bluffé. Regardez, c'est que les hélices se déplient comme ceci. Alors, si vous êtes avec nous en audio, elles se déplient, différemment de la manière dont les ailes se déplient habituellement d'un drone. Ce qui fait que ça prend beaucoup moins de place. C'est un peu comme une fleur, en fait. Exactement. Dont les pétales, en fait, peuvent se déplier une par une, et tu te retrouves avec un drone, là où quand il est plié, tu as un appareil qui est ultra compact, qui ressemble effectivement à un petit ventilateur. Alors, la particularité de ce DJI Flip, c'est que il est tout très léger. Il fait moins de 250 grammes. Ça, c'est dingue. Ce qui fait qu'en fait, il passe sous les fourches codines, en fait, si tu veux, de la réglementation. Parce qu'à partir du moment où un drone fait moins de 250 grammes, t'es pas obligé d'avoir des papiers, des choses comme ça, de le déclarer. Donc, c'est plutôt bien. Parce que finalement, c'est comme un jouet, mais c'est mieux qu'un jouet. C'est ça. Parce que il a un capteur photo 12 mégapixels, parce qu'il filme en 4K 60 images secondes. Donc, tu peux vraiment t'amuser. Il a aussi une particularité, c'est que il a été vraiment conçu pour tous ceux qui veulent faire des vidéos faciles sans trop se prendre la tête. Il se met en route, tu vois, simplement en dépliant les ailes. Tu as une télécommande qui est livrée avec, que je vais chercher.
hop là, qui est là, qui intègre en fait un écran, vous voyez, qui est plutôt pas mal. Mais vous pouvez aussi connecter ce drone en fait au masque FPV de DJI, tu sais, qui est hyper immersif. Et là, tu te prends une sacrée claque parce que tu as vraiment l'impression d'être un oiseau. Et tu sais, moi, je suis pas un fou de drone. Enfin, c'est un sujet qui me fascine, mais je le suis de très très loin. Et j'avoue que ça commence vraiment. Il y a tellement de technologie dans ces drones-là, d'accompagnement. Si tu veux, on parle beaucoup de voitures autonomes, etc. Mais ces trucs-là, c'est quasi autonome. Ouais, il y a tellement de capteurs d'automatisme que ça se pilote quasiment tout seul. Ouais. Ça évite les obstacles. Ça réatterrit à l'endroit où ça a décollé si tu t'es perdu. Tu vois, tu as plein de des petites sûretés qui font que ça devient un plaisir aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est hyper simple d'utilisation. Et d'ailleurs, c'est fait, comme tu le disais, plutôt pour les débutants ou les gens, en tout cas, qui veulent pas se prendre la tête. Tu as aussi des fonctionnalités hyper intéressantes avec le drone qui peut, par exemple, te suivre à la trace. Ouais. Tu sais, il peut te servir de caméraman personnel. Tu as une autre fonctionnalité. Celui-ci, c'est le cas d'ailleurs. Oui, absolument. Et en plus, il a été fait vraiment pour tous ceux qui... Alors, ils mettent en avant les influenceurs, les vlogueurs et tout, parce que ça leur permet d'avoir des plans un peu particuliers. Tu sais, là, tu as l'impression d'être à la télé, quoi. Tu sais, tu as une fonctionnalité où tu peux faire en sorte que le drone, finalement, te fasse face et qu'il recule pendant que toi, tu avances. Donc, c'est vraiment exactement comme si tu avais on appelle ça des JRI, nous, dans le métier, un caméraman, en fait, qui va te filmer et qui va finalement suivre le moindre de tes mouvements, et avec évidemment des formats qui sont compatibles directement avec les réseaux sociaux. Donc voilà, tu fais ta petite vidéo, tu la publies automatiquement. C'est vrai que quand on voit l'évolution de ces objets au fil des années, moi je me souviens, j'ai découvert les drones de loisirs avec Parrot à l'époque. Tu te souviens de Parrot, qui était vraiment une pépite française, mais c'était des drones qui étaient quand même beaucoup plus imposants que ceux-là, qui étaient beaucoup moins pratiques en termes d'utilisation. Alors tu pouvais les connecter avec ton téléphone et tout, mais quand on voit le travail de miniaturisation qui a été réalisé sur une échelle de une dizaine d'années, et en termes de fonctionnalité aussi, la facilité avec laquelle tu peux les prendre en main, là c'est quand même des petits bijoux de technologie. Moi je suis comme toi, je suis pas un énorme utilisateur, on nous en prête régulièrement, donc je teste comme ça à droite à gauche, mais c'est pas quelque chose que je fais au quotidien, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Les influenceurs, oui, ceux qui veulent s'amuser, et puis je pense aussi, y compris dans un contexte professionnel, je pense, on était au CES la semaine dernière, tu vois, typiquement sur ce genre de tournage, c'est hyper intéressant d'avoir ces outils-là qui peuvent te faire des plans en hauteur. Alors je pense que ça aurait pas été trop autorisé, cela dit, sur le salon, il aurait fallu des autorisations spéciales, mais pour le coup tu peux faire des plans qui sont absolument extraordinaires quand tu es sur un tournage n'importe où dans le monde. Voilà, donc ce drone vient de sortir, franchement à tester. Alors c'est pas donné, comme toujours, parce que on voit que malgré tout il y a de la technologie. Ce drone coûte 439 € et vous n'avez pas la télécommande pour ce prix-là. Si vous rajoutez la télécommande, on est aux alentours des 600-700 € à peu près. Ouais. Bon, voilà, c'est un beau cadeau, qu'on peut se faire. Je pense que tu as une petite limite aussi. Le poids, c'est génial qu'il soit super léger, mais je pense que dès que tu as un tout petit peu de vent, ça doit devenir compliqué aussi. Même s'il y a des systèmes de stabilisation qui sont exceptionnels, mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu as trop de vent, à mon avis, ton drone, tu le retrouves. tu vas le chercher loin. Tu vas le chercher loin, c'est ça. Là, le FPV, il est pratique parce que tu peux le retrouver comme ça. Exactement. Et pour vous montrer un petit peu, si vous êtes avec nous en vidéo, la différence par rapport à l'ouverture des drones traditionnels, parce que c'est vrai que quand on regarde le mécanisme en fait, des hélices et de déploiement des hélices, c'est un petit peu différent, vous voyez, par rapport à ce qui se fait sur l'autre. Ce qui était pas mal déjà. Parce que c'était pas mal. Ça reste compact. Mais ça, c'est le drone de Séraphin, qui est un fan de drone et qui s'est offert, c'est le RS2S, qui est beaucoup plus lourd et qui est déjà plus costaud, on va dire. Enfin voilà. Donc à tester, si vous êtes fan de drone, je pense que franchement vous ne le regretterez pas. Ça vient de sortir chez DJI. Dans l'actu aussi, Anthony, on va parler d'Amazon, parce que Amazon qui en plus, et via Jeff Bezos, vient de réussir là le lancement de New Glenn. C'est une petite parenthèse, mais voilà, on parle pas beaucoup d'espace dans De quoi je me mêle, mais il faut quand même saluer l'exploit de Jeff Bezos, qui maintenant appuie sur le bouton de la course à l'espace et va essayer de frotter Elon Musk sur tous ses projets spatiaux. C'est plutôt intéressant, et bravo à lui. Oui, absolument. Et Elon Musk d'ailleurs, qui est fair play, l'a félicité dans la foulée.
foulée en disant bravo Jeff, puisque effectivement ça va être une fusée, un lanceur qui va pouvoir envoyer du fret, tout ce que fait en fait SpaceX aujourd'hui. C'est une énorme fusée. C'est une très très grosse fusée. Je crois qu'elle est aussi grosse que Starship, qui est la plus grosse des fusées d'Elon Musk, qui peut envoyer des satellites, mais à terme aussi des capsules avec des humains, des choses comme ça. C'est vraiment de toute façon c'est la prochaine frontière. C'est la conquête spatiale. On sait que c'est le but ultime d'Elon Musk et c'est le dada de Jeff Bezos. C'est marrant d'ailleurs de voir que ces grands patrons de la tech finalement, quand ils se projettent le plus loin possible, c'est la conquête spatiale, aller sur Mars, envoyer du fret dans l'espace. Ça promet des choses assez passionnantes pour les années et les décennies qui viennent. Voilà. Avec Kuiper, bien évidemment, toujours le projet de Jeff Bezos et d'Amazon de lancer une constellation de satellites concurrente de Starlink, mais on aura l'occasion d'en reparler sans doute avec Lionel Paris. Revenons à Amazon, parce que tout marche pas bien sur Terre chez Amazon, et notamment Alexa. Qu'on évoque depuis longtemps, Anthony, comme allant devenir plus intelligent avec l'IA générative, sauf que c'est plus compliqué que prévu. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait une date, ça devait être octobre, la renaissance d'Alexa. Alexa, c'est vrai qu'il est un petit peu ringardisé, on va pas se mentir. On a tous acheté ou on s'est fait offert des petites enceintes connectées qui datent quand même de 2014. La première sortie, c'est il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'est vrai que c'était sympa sur le coup, mais que finalement, les gens s'en servent assez peu, à part pour le minuteur des pattes, le réveil ou lancer une chanson. Et quand ça veut bien fonctionner. L'intelligence artificielle générative peut permettre normalement de booster tout ça avec des interactions comme celles que vous pouvez avoir aujourd'hui avec ChatGPT en mode vocal avancé ou même avec les dernières versions de Siri avec Apple Intelligence, où on peut, faire une phrase, se reprendre, bafouiller, finalement changer d'avis, alors qu'aujourd'hui quand vous discutez avec Alexa, c'est un peu comme quand vous tapez dans un moteur de recherche finalement. Il faut lui faire une requête, puis une autre requête, et puis c'est pas du tout une interaction naturelle. Donc l'IA générative doit permettre de faire tout ça. Sauf que, ça a pris du retard. Octobre, là, on est en janvier, la nouvelle version est toujours pas sortie. Et il y a eu une interview très intéressante cette semaine dans le Financial Times du patron, justement, de tous ces sujets-là chez Amazon, en gros, et qui explique. Lui doit avoir une sacrée pression. Tu m'étonnes. Parce que je pense que tu as la direction qui doit quand même lui dire t'es bien gentil, mais va falloir s'y mettre parce que c'est quand même la course sur l'intelligence artificielle, évidemment. Le problème, c'est que, c'est pas au point. C'est-à-dire qu'il y a encore des problèmes de latence qui sont assez importants, des problèmes d'hallucination, c'est-à-dire que ces IA génératives, elles ont tendance à raconter n'importe quoi. Ça c'est un grand classique, mais c'est vrai que quand vous êtes un groupe de l'ampleur d'Amazon, ils veulent pas que ça ait un impact sur leur image. C'est-à-dire que si demain tu as ta petite enceinte connectée dans ta cuisine et tu lui demandes la recette du bœuf bourguignon et qu'elle te donne la recette de la blanquette, les gens vont avoir une image d'Amazon qui est évidemment un petit peu dégradée. Et encore là, c'est un exemple gentil parce que peut raconter vraiment n'importe quoi, sachant que c'est des objets qui peuvent être utilisés aussi par des enfants. Il y a plein de choses qui peuvent se produire et Amazon n'a pas envie, évidemment, que ça se passe mal. Donc quand tu ajoutes un tout peu ça... comme Google, d'ailleurs, finalement. Exactement, oui, c'est ça. C'était vraiment ça. C'était un peu le sujet. OpenAI, eux, ils pouvaient prendre des risques. C'est pour ça qu'ils se sont lancés dans la bataille très, très vite. Et les autres, ils sont allés un petit peu à reculons, forcés par OpenAI. Et on avait vu des petites erreurs, d'ailleurs, qu'il y a eu au départ, notamment chez Google. Donc Amazon a un peu peur de faire les mêmes erreurs. Donc ils prennent plus de temps que prévu, mais pour eux, il y a un vrai enjeu parce que faut bien comprendre que Alexa, ces petites enceintes connectées, ça a été un échec cuisant pour Amazon. Historiquement, c'est un truc qui leur a fait perdre des milliards, qui a pas du tout finalement atteint les objectifs qu'ils avaient fixés, y compris en termes d'usage. C'est-à-dire que leur enjeu pour eux, leur rêve, c'était finalement que les gens utilisent ces outils-là pour acheter sur Amazon. C'est-à-dire que tu discutes avec ton enceinte et puis tu lui dis oui, j'ai lu ce livre-là. J'ai plus de café, rachète-moi du café. Voilà, ce qu'on appelle le voice shopping, c'était un peu le fantasme ultime d'Amazon, parce que l'idée c'est quand même que globalement tu fais des achats et t'oublies que tu es en train d'acheter un truc, donc t'oublies que tu es en train de dépenser de l'argent, tu le fais de manière la plus naturelle possible, et ça pour Amazon juste c'est le jackpot quoi. C'était vraiment la porte d'entrée vers le e-commerce,
mais ça n'a pas du tout fonctionné. Là, si on a des interactions plus naturelles, ça pourra fonctionner. Ils veulent en fait en faire un, tu sais, alors ça va être la grande thématique de 2025, mais un agent IA, la fameuse IA agentique, c'est-à-dire ces IA qui vont plus seulement répondre à tes questions, mais qui vont faire des choses pour toi. Donc là, on peut imaginer que voilà, tu pourras par exemple lui demander effectivement remplis-moi le frigo, et puis c'est l'IA qui va se charger d'aller analyser ce que tu as dans ton frigo et puis passer la commande. Je sais pas moi, analyse. Enfin, elle va aussi pouvoir se connecter au reste de la maison. Donc ça va être, je sais pas, se connecter à tous les objets connectés de la maison, analyser tes cycles de sommeil et gérer la lumière dans ta chambre pour que ça s'éteigne bien à la bonne heure, que ça remonte progressivement quand tu te réveilles. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios en fait où ces IA vont devenir beaucoup plus qu'un truc auquel tu poses vaguement une question, mais un vrai majordome, un vrai assistant virtuel. Ça, c'est intéressant, c'est ce que d'ailleurs a annoncé ChatGPT là. Oui. Je ne sais pas si tu as vu, il y a un communiqué de presse qui est sorti hier qui est assez intéressant là-dessus. Tout à fait, c'est ça. On va pouvoir faire des tasks. C'est ça. Que tu vas pouvoir en fait, j'allais dire timer. Donc tu peux choisir en fait, voilà. Avoir un agent qui vous donne la météo tous les matins. Voilà. En fait, des agents de routine qui tous les jours vont vous faire par exemple une revue de presse. Fais-moi le résumé de quoi je me mail toutes les semaines, du sommaire, et on peut avoir comme ça. C'est ça en fait. L'idée vraiment, je pense à terme, le fantasme qu'ils ont tous. Moi, ça me fascine toujours. Je sais pas pour toi, mais tu sais le fait que en fait, les ingénieurs, tous ceux qui bossent dans la tech s'inspirent d'une manière ou d'une autre de la science-fiction. C'est-à-dire, je pense que tout ce qu'on voit dans les œuvres de science-fiction infuse finalement la réflexion de tous ces grands groupes technologiques. Et tu as un truc comme Jarvis, l'IA dans Iron Man, qui a une sorte de fantasme, quoi, vraiment le majordome virtuel qui peut tout faire à ta place. Mais je pense qu'en fait, alors je sais pas s'ils se sont inspirés directement d'Iron Man, mais c'est vraiment cette idée-là, quoi, l'idée d'avoir vraiment un assistant qui soit pas juste un truc qui puisse répondre à des questions de manière assez basique, mais qui puisse analyser tes habitudes, tes goûts, tes préférences, et en fonction de ça, finalement, te servir dans la vie de tous les jours et être presque un confident et un ami. Je mets des guillemets à ces mots-là, mais l'intelligence artificielle, ça va devenir ça, avec d'ailleurs les sujets de dépendance émotionnelle que ça va générer, parce que moi je pense que ça va être l'un des très très gros sujets là dans les années, même dans les mois qui viennent. Bon, on verra bien comment tout cet Alexa va évoluer, d'autant qu'il y a toujours aussi ce spectre d'une option payante pour avoir cette Alexa boostée à l'IA générative. Est-ce qu'on est prêt à donner quelques euros de plus pour pouvoir discuter avec ça? Rien n'est moins sûr. Ça me paraît compliqué. Alors à moins qu'il l'intègre, surtout si Apple le fait de manière gratuite avec Apple Intelligence, en plus, tu vois, et Siri, quoi. Donc, tu vois, soit de deux choses l'une, soit il l'intègre dans l'abonnement Prime, tu vois, en plus de tout le reste. Oui, bien sûr. Là, tu peux te dire ça aurait du sens. C'est un petit plus. C'est un petit plus, et ça pourrait même générer plus d'intérêt pour Prime, parce que là, pour le coup, dans Prime, tu as quand même beaucoup de choses, quoi, entre les séries, la musique, les livraisons, et puis en plus les photos, le stockage de photos illimité, on dit pas assez, mais c'est vraiment une super fonctionnalité. Ouais, tout à fait. Et donc si tu ajoutes ces fonctionnalités IA avancées, bon, ce serait pas complètement délirant, mais en revanche, s'ils le font à part et que tu dois payer $10 par mois juste pour pouvoir avoir un assistant, non, là j'y crois pas du tout. Je pense qu'effectivement il y a d'autres acteurs qui font la même chose pour moins cher, et que du coup ils seront pas compétitifs. Mais j'ai hâte de voir quand même ces nouvelles générations d'Alexa. Ça nous avait quand même assez séduit. Je sais pas, tu les utilises toi les Alexa, enfin les Google Home ou alors Amazon moi, Alexa? J'ai Google Home depuis pas mal d'années, depuis le début. Un week-end, je m'étais pris, j'avais pris mon courage à deux mains, j'avais configuré ma maison avec mes Philips Hue et mes volets roulants Somfy. Ah, c'est pas mal. Et ça marche toujours très bien. D'ailleurs, c'est rigolo, la voix de Google, la voix de Google a changé récemment. Ils ont fait une mise à jour. Avant, c'était une voix très enjouée. Là, c'est une voix qui est beaucoup plus posée. Oui, nous allons éteindre vos lumières. Tu vois, un truc un petit peu, ça fait beaucoup plus majordome qu'avant, alors qu'avant, c'était quelque chose d'un peu enjoué. Et c'est pratique. Ça rentre si tu veux, dans des scénarios de vie assez intéressants. Mais ça manque d'usage. Parce qu'à part ça, les recettes de cuisine, désolé, mais je m'en sers pas. De temps en temps, je regarde l'écran parce que c'est vrai qu'il y a des informations concernant la météo, etc., mais franchement pas trop, donc c'est pas aussi indispensable que ça, tu vois. Clairement. Non, je pense qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin, et c'est tout l'enjeu pour Amazon. Je sais qu'ils ont déposé des brevets, je sais pas jusqu'où ça ira, mais dans tout ce qui est santé aussi, c'est-à-dire avec l'IA qui peut détecter si ta voix est enrouée, si tu commences à tousser, à ce moment-là elle va te conseiller d'aller voir un médecin, ou elle va te conseiller de commander des médicaments, alors sans ordonnance pour le coup, sur Amazon, mais on peut
peut imaginer à terme avoir quasiment une préconsultation avec un assistant virtuel médecin qui pourrait discuter avec toi via l'assistant vocal d'Amazon. Enfin, vraiment, tu peux pousser tellement plus loin que juste demander mets-moi 5 minutes pour la cuisson des pâtes. 5 minutes, ça fait short peut-être. 7 ou 9 minutes. 10 minutes, ça dépend des pâtes. Et ça dépend des pâtes. Si vous les faites al dente. Voilà, là, je veux pas tous les fans de pâtes qui nous écoutent, et je pense qu'ils sont nombreux. Ah oui. On va pas rentrer dans ce débat parce que j'ai pas envie de vous vexer. C'est vrai. Mais toujours al dente, quand même, c'est important. Toujours. Voilà pour Amazon. On vit aussi une période un peu étonnante, surtout aux États-Unis. Je vous rappelle qu'on enregistre ce podcast, nous sommes le jeudi matin 16 janvier, et à l'heure où on enregistre cette émission, dans quelques jours, dimanche prochain, normalement, le réseau social number one au monde va arrêter d'émettre, en quelque sorte, aux US. TikTok va être banni dimanche prochain si rien ne se passe entre-temps. Parce que, évidemment, le contexte politique est que, entre-temps, les US vont changer de président. Oui, c'est ça. Et Donald Trump peut donner une sorte de délai de grâce, à TikTok. Alors, sachant qu'il a changé de position sur TikTok, c'est-à-dire qu'il considérait que c'était un ennemi de l'Amérique il y a quelques années. Maintenant, il est plutôt favorable à TikTok. Donc, bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la réglementation américaine aujourd'hui, elle dit que à partir du 19 janvier, TikTok doit soit se vendre, donc sous-entendu à un acteur américain qui pourra avoir un contrôle du contenu, d'où vont les données, etc., ou alors arrêter d'émettre, comme tu dis, arrêter d'être utilisé, interdit, un ban complètement sur le territoire américain, sachant qu'il y a 170 millions d'utilisateurs, c'est l'un des plus gros marchés, évidemment, pour TikTok. Je crois que ça représente 10% de leurs utilisateurs au total. D'ailleurs, c'est assez subtil, parce que qu'est-ce qui va se passer dimanche si Trump n'intervient pas, TikTok est retiré des stores, des magasins d'applications, que ce soit sur Android ou sur iOS. Mais pour tous ceux qui ont l'appli, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux solutions. Soit ça continue de marcher, parce que même si les serveurs ne sont plus aux États-Unis, parce que les serveurs vont s'arrêter aussi d'être positionnés aux États-Unis, et donc les serveurs pourront être, je sais pas moi, dans d'autres pays autour, et ça marchera toujours, peut-être un peu moins bien, parce que TikTok nécessite beaucoup de bandes passantes. Soit Biden décide purement et simplement de couper le cordon et d'arrêter TikTok vraiment. C'est ça. Pour dire, ok, vous savez quoi ? Puisque vous jouez à ce jeu-là, on arrête TikTok vraiment. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ouais, parce qu'ils veulent faire pression, sachant qu'il y a quand même une grosse popularité de TikTok, notamment chez les jeunes utilisateurs. Bien sûr. Et du coup, ça crée une forme 170 millions d'utilisateurs, c'est quoi ? C'est un Américain sur deux qui utilise TikTok, quasiment. Ça, entre 1 sur 2 et 1 sur 3. Et c'est vrai, alors ce qui est intéressant, cette semaine, pourquoi on vous parle de ça ? C'est parce qu'effectivement, il y a cette deadline qui est en train d'arriver, cette date butoir. Et puis, parce que cette semaine, il y a eu une rumeur, alors qui peut sembler un peu folle comme ça, mais je dis une rumeur, en fait, c'est des informations de Bloomberg. En général, ils sont bien informés. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'est pas un vague, site racoleur et tout ça, c'est des gens sérieux qui recoupent leurs informations en général et qui disent que, c'est Elon Musk qui pourrait potentiellement reprendre TikTok, ce qui paraît assez fou. Ce serait un stade préliminaire, mais visiblement les autorités chinoises seraient en discussion avec Elon Musk. Apparemment, le patron de TikTok a rencontré d'abord Donald Trump à Mar-a-Lago et puis Elon Musk aussi. Et ça pourrait se faire de cette manière-là. Donc Elon Musk est déjà le propriétaire qui a racheté Twitter, devenu X, pourrait racheter. Alors visiblement pour le même prix à peu près. L'estimation des analystes pour les activités US de TikTok, c'est entre 40 et 50 milliards. Il avait acheté Twitter 44 milliards, ce qui était cher quand même, parce qu'aujourd'hui on estime que la valeur, même si l'entreprise est sortie de la cote, c'est beaucoup moins. Mais de toute façon, c'est pas. J'allais dire. La shortlist, elle est quand même pas énorme non plus. C'est-à-dire que il faut quand même quelqu'un qui ait les moyens. Donc déjà de lâcher 50 milliards comme ça. Alors il a les moyens. Même si 50 milliards, bon, c'est pas anodin. Mais il a les moyens. Il a les moyens, bien sûr. Et puis est-ce qu'il veut ? Parce que est-ce qu'il voit ça aurait du sens pour lui. Oui, je pense. C'est une sorte d'empire du réseau social. On voit bien les synergies qu'il pourrait y avoir avec X, de manière même un petit peu plus détournée, mais c'est aussi une manne intéressante dans le sens où tu peux aussi récupérer des données qui servent à entraîner l'intelligence artificielle. Or, on sait que ça fait partie des enjeux aussi pour Elon Musk, et donc avoir toutes ces données récoltées via TikTok, ça pourrait aussi être intéressant de ce point de vue-là. Ça plaira pas à tout le monde, clairement. Déjà que la direction de X, ça fait quand même pas mal grincer des dents. Le fait qu'il ait une sorte de
pas de monopole, mais de quasi-monopole sur les réseaux sociaux aux États-Unis, forcément, ça va pas plaire à tout le monde, clairement. C'est intéressant, ça va être assez excitant à suivre, ça aussi, je trouve. Elon Musk, après, tu te dis toujours, moi, ce qui me fait halluciner, c'est comment ce mec-là. Enfin, tu vois, il a 24 heures dans ses journées, comme nous tous. Oui, comment il fait ? Tu vois, il y a un moment, comment tu fais ? Alors, bien sûr qu'il délègue énormément, tu vois, mais il faut quand même avoir un cap, une vision. Non, mais surtout qu'en plus de ça, derrière tout ça, il a une mission au gouvernement quand il va arriver dans quelques jours, qui est colossale. C'est clair. Le fait de rebooter en fait tous les services numériques de l'État. De dégraisser le mammouth, en fait. Et de dégraisser le mammouth, accessoirement. Donc, je veux dire, c'est un peu un job, quoi. C'est un gars qui s'ennuie pas globalement dans la vie. Exactement. Et en plus de ça, il joue au jeu. Ah, t'as pas vu la petite polémique ? Je fais un petit insert là-dessus sur le fait qu'on l'accuse d'avoir triché aux jeux vidéo. T'as pas vu ça ? Non, c'est génial. Vu. Alors moi, je suis depuis. Ça, c'est un truc qui me fait halluciner parce que Elon Musk, il est classé dans les meilleurs joueurs mondiaux. Alors c'était sur Diablo à l'époque, et maintenant sur un jeu qui s'appelle Path of Exile, qui ressemble un petit peu à Diablo. Ouais. Mais tu vois, dans le top 10, top 20 mondial. Ce qui est un truc de fou, parce qu'il y a des gens qui y passent leur vie sur ces jeux et qui n'arrivent pas à ce niveau-là, si tu veux, en y passant par quasiment H24. Et lui, il peut pas jouer 24 heures sur 24, c'est pas bien possible, sûr. parce qu'il a 2-3 trucs à faire, c'est ce qu'on disait. Il a quand même 2-3 bricoles dans son emploi du temps. Et donc, tout le monde, moi je trouvais ça hyper impressionnant, et puis il publie des vidéos régulièrement et tout ça. Et là, il y a des mecs qui sont un peu emparés du sujet, donc qui sont des experts de ces jeux, et qui affirment qu'Elon Musk triche, que ça ne peut pas être lui, en fait, derrière ses comptes, que la manière dont il parle, quand il parle de jeux vidéo, est trop décalé par rapport à ce que ferait un vrai joueur professionnel, que ça montre qu'il n'a pas de grandes connaissances, ou en tout cas pas de ce niveau-là, et donc on soupçonne qu'il achète, qu'il a, je sais pas, un mec qui joue à sa place en fait, et qui fait monter son compte. Mais ça sert à quoi ? Il va avoir de la gloire, quoi, si tu veux, à dire voilà, je suis dans le top. Je sais pas, je veux pas jeter le peut-être que vraiment il a le temps et qu'il est dans le top 20 mondial, mais en tout cas à lire ces mecs qui sont vraiment des pointures dans le monde du jeu vidéo, ça avait l'air quand même assez suspicieux. Je trouve ça génial, mais c'est ça, ta question est la bonne en fait, c'est à quoi ça lui sert ? Le mec, c'est juste l'un des hommes, peut-être l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus riche du monde. Il envoie des fusées qui atterrissent. Il veut conquérir la planète Mars. Il a électrifié des voitures qui se pilotent toutes seules. Mais non, il veut être numéro 1 mondial à Diablo. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Tu vois, moi, j'adorerais être numéro 1 mondial à Diablo. Je m'en contenterais, tu vois, mais j'ai pas tout ce qu'il a à côté. Non, mais c'est fou, quoi. Tu te dis, c'est quand même délirant. La personnalité de ce mec-là est quand même incroyable, quoi. Tiens, puisqu'on est dans les réseaux sociaux, restons-y avec là aussi un truc un peu lunaire qu'on a pu constater cette semaine. C'est Mark Zuckerberg qui, dans un podcast, raconte plein de choses, à la fois sur la nouvelle stratégie woke, anti-woke de tous les réseaux sociaux Meta. Il tacle Apple et Tim Cook, et on a l'impression que c'est dingue. On a l'impression que c'est Elon Musk qui est déguisé en fait en Mark Zuckerberg. C'est un peu ça, eux qui voulaient se battre, pourtant comme dans Fantomas avec un masque, tu sais. C'était moi. C'était moi. En fait, on va se rendre compte que c'est Elon Musk, donc il aura Meta, X et TikTok. Voilà. Il aura vraiment le monopole. Oui, il s'est un peu muskisé finalement. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment un changement sincère ou si c'est de l'opportunisme. L'opportunisme, parce qu'il se dit avec Donald Trump au pouvoir, j'ai intérêt. Quand même, le timing, si tu veux. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, avant, il était en mode non, mais on obéit au gouvernement, la modération, machin, etc. Et puis rappelons que, quand même, à l'époque, il avait banni de tous les réseaux sociaux de Meta Donald Trump. Bien sûr. Et Donald Trump l'avait haï pour ça. Bien sûr, absolument, c'est ça. Et on voyait bien une différence de philosophie fondamentale, même avec Elon Musk, si tu veux, entre d'un côté le libertarien fou, et puis de l'autre celui qui va plus obéir aux règles. Et d'ailleurs, on l'a vu avec, alors c'est ça, progressiste versus républicain. Et on l'a vu d'ailleurs au moment, c'est intéressant de voir Threads, donc l'équivalent de X chez Meta, qui est vraiment une copie conforme de X, mais avec beaucoup plus de règles, où t'as pas du tout ce côté libertarien assumé que tu peux avoir sur X. Donc c'est vraiment deux philosophies intéressantes, enfin complètement opposées. Mais là, on voit que effectivement, il y a un changement total. On l'a vu, donc il était chez Joe Rogan, donc un énorme podcasteur américain. Moi, j'aime beaucoup, assez sulfureux. Bon, il y a des gens qui aiment pas toujours, mais moi j'aime beaucoup Joe Rogan.
Et là, alors il s'est complètement lâché, quoi. Alors notamment sur Apple. Alors là, il partira pas avec Tim Cook en vacances, hein, ça c'est sûr. Hein, ils n'ont rien inventé de génial depuis un moment. Ah oui, depuis Steve Jobs, hein, en gros. Hein, wow. Quand il va dans le détail, il dit en gros depuis l'iPhone, les gars, ils se reposent sur leur ambiance oreiller. sympa entre Tim et Marc. Hein, c'est vraiment c'est cool. Bonne ambiance, tu vois. Ce qui est un peu rude. Alors, ouais, c'est un peu rude. On tacle assez souvent Apple en disant qu'il manque d'innovation pour faire la part des choses, mais quand même, on peut pas dire que depuis l'iPhone, il n'y a rien eu non plus chez Apple. Faut pas exagérer, tu vois, il y a quand même eu des choses assez intéressantes. Mais et puis il y a surtout en fait, le revirement anti-woke, quoi. Oui, alors c'est ça, ça c'est intéressant. Ça c'est assez impressionnant. Assez intéressant. Alors certains, alors bon, pardon, on va entrer un peu dans la psychologie de bazar, mais je trouve ça rigolo aussi comme analyse, disent que c'est lié à son, je sais pas si tu as vu, mais il s'est mis au sport de combat. Oui, bien sûr. Donc c'est devenu, il fait je crois que c'est du jiu-jitsu brésilien, enfin du MMA. Oui, un truc assez violent d'ailleurs. Bah, ouais, enfin c'est en tout cas un sport de combat et dans lequel il est pas mauvais du tout. C'est-à-dire qu'il fait des compétitions amateurs. Je crois qu'il en a gagné certaines. Enfin, il se débrouille bien. Il a des bons coachs. J'imagine qu'il a les moyens d'avoir des bons entraîneurs, mais il doit se donner du mal. Et certains disent que voilà, ils voient une sorte de, tu vois, en gros c'est je caricature énormément, pardon, hein, mais c'est voilà les valeurs de la virilité et donc plutôt du côté les sports de combat lui ont ouvert les yeux. Voilà, c'est ça. Et donc il est maintenant anti-gauchiste, anti-woke, etc. Et de ce point de vue-là, il rejoint complètement Elon Musk, avec lequel il voulait se battre. Enfin, il y a une époque, tu te souviens, ils avaient organisé. Bien sûr. Il devait se battre dans une cage de MMA, enfin un truc il voulait débile. se confronter dans l'octogone. Et finalement, ils l'ont jamais fait. Ça aurait été marrant, ça, pour le coup. Ça aurait été très, très. Voilà. Mais voilà. C'est intéressant de voir quand même, encore une fois, derrière tous ces choix technologiques, hein, le choix de mettre de la modération ou pas de la modération, le choix d'acheter ou pas un réseau social, il y a des personnes, quoi, il y a des personnalités. Moi, c'est ça que je trouve fascinant, et des personnalités qui parfois évoluent et même changent du tout au tout. Et là, Mark Zuckerberg, c'est vrai qu'on a une mutation totale du personnage en l'espace de quelques semaines, quoi. Ouais. Bon, avec l'arrivée synchrone de Donald Trump. Donc, opportunité ou changement sincère, ça, je vous laisse apprécier. Parfait, mon cher Anthony, merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de ce De quoi je me mail. Ce sera avec Lionel Costa, notre rendez-vous Lab au Fnac. Et puis on revient, si vous êtes avec nous en podcast audio, pour le petit module exclusif en compagnie d'Anthony. Et on va parler de Sonos. Petite semaine aussi pour Sonos avec la démission en fait du patron qui paye, si vous voulez, tous les errements de l'application. Et puis on a une petite anecdote à vous raconter concernant Sonos qui a failli se faire racheter par Apple, mais c'était il y a très longtemps. On vous raconte ça dans le module bonus. En tous les cas, merci d'être là. La suite de quoi je me mêle tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.